24 TV. Toko toujours Kande Zalaka. Etika ba chaîne nyonso na défaut. Bonjour amis internautes, merci partout. C'est News 24, une chaîne qui est mise en Australie, dans la ville de Melbourne. Aujourd'hui, c'est le 25. C'est le 25 février 2025 et il est pratiquement 12h30 à Melbourne et le soleil est accablant. Et nous sommes nous recevons toujours en collaboration avec News 24 et grand journal d'Eric Momba que je ne peux plus présenter. Eric Momba, aujourd'hui, nous parlerons de la République démocratique du Congo. Bonjour Eric Momba. Bonjour cher Denis. Bonjour à tous ceux qui vont regarder notre émission. Voilà, aujourd'hui on parle de la République démocratique du Congo, nous parlerons de l'occupation. Il y a Goma, il y a Bukavu qui est occupé, il y aura la résolution des Nations Unies et nous parlerons aussi de la SADC, les deux sommets SADC, et nous parlerons aussi on ne va pas oublier aussi l'Union africaine, il y a le sommet de la Union africaine, on parlera parce que tout ça ce sont des solutions pour essayer de mettre nos villes ou notre pays en sécurité. Nous parlons aussi des évêques, mais finalement on commencera par la sortie des Joseph Kabila Kabangi qui est l'ancien président de la République, lui qui est toujours l'ému et qui ne parle pas, on le considère comme le sage. Le sage est sorti. Quelle était votre appréhension de sa sortie? Il avait dit qu'il faut parler quand ce que vous allez dire est plus important que le silence. Ça, c'est pratiquement, je dirais, toute une philosophie. Mais je viens de constater qu'il vient lui-même d'enfreindre à sa propre règle avec sa sortie. Et moi, je me demande si c'est lui qui a écrit tout ce qu'on a lu, puisque c'est paru dans un journal sud-africain. Et je me demande si c'est lui qui a dit, pour lui, il justifie l'agression ou soit la guerre de l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23 par le fait qu'il y a des problèmes de gouvernance, il y a des problèmes de mauvaise gouvernance, il y a des problèmes d'éthique, des problèmes moraux, des problèmes politiques. En bref, la politique de son successeur Félix Tshisekedi n'est pas une bonne politique. Donc pour lui, il comprend que le M23 et l'armée rwandaise puissent envahir la RDC. Mais moi, je me pose la question de savoir si, à supposer que ce que l'ancien président dit soit vrai, qu'il y a des problèmes de gouvernance, ce qui peut être vrai, est-ce que la réaction, le fait de massacrer les gens, le fait de chasser les populations de chez elles, parce qu'aujourd'hui, selon l'OCHA, l'agence spécialisée des Nations Unies en matière humanitaire, il y a environ 7 millions de personnes, des Congolaises, qui sont chassées de chez elles, qui sont contraintes de fuir leur village, de fuir leur ville, de fuir leur domicile. Est-ce que cette réaction est proportionnelle à la mauvaise gouvernance? Il faut encore se poser une question. Ouais. Le président ne pense pas... En fait, l'ancien président, selon... C'est lui évidemment, quand il dit que c'est la mauvaise gouvernance. Donc pour lui, c'est comme si ça sous-entend, quand il y a mauvaise gouvernance en République démocratique du Congo, le Rwanda doit agresser. Le voisin doit agresser, ou il n'accepte pas que c'est le Rwanda qui nous agresse, c'est plutôt une réaction interne. Mais d'abord, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas... Quand on voit sa sortie médiatique, il n'a pas présenté des condoléances, il n'a pas manifesté aucun signe de solidarité à l'égard des populations qui sont massacrées, qui sont tuées, celles qui se retrouvent aujourd'hui sans abri, des enfants malnutris. Il n'a pas présenté sa solidarité à l'égard de cette population. Je pense que quand on est un ancien président de la République, quand on a dirigé le pays au plus haut niveau des responsabilités en tant que président de la République, on ne soutient pas la rébellion. Je pense, puisque notre constitution consacre l'opposition. C'est-à-dire que l'opposition est reconnue. D'ailleurs, quand on regarde dans la sous-région de l'Afrique centrale où se trouve la République démocratique du Congo, et même plus loin, on voit qu'il y a plus de démocratie en République démocratique du Congo, puisqu'il y a des élections.
qui se font tous les 5 ans, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a pas longtemps, il y a eu l'alternance au pouvoir, ce qui n'est pas le cas dans la sous-région et en particulier chez le voisin qui nous fait la guerre, le Rwanda qui nous fait la guerre. Donc, moi, je pense que le président Joseph Kabila, mais je ne crois pas que ce soit lui. Personnellement, je ne suis pas convaincu que ce soit lui, puisque d'autant plus que c'est une tribune qui est publié dans un journal sud-africain. Je pense que ça a été écrit par quelqu'un d'autre. En tout cas, j'ai le doute que ce soit lui. Vous avez des doutes, mais pourtant c'est lui. Mais pour clore cette page, vous ne pensez pas qu'il y a aussi droit de réserve pour un ancien chef de l'État au Congo? Je ne sais pas si vous pouvez parler de cela aussi. Absolument, puisque le président Joseph Kabila... Oui, puisque le président Joseph Kabila, il y a une loi, il y a toute une loi sur la protection. Je pèse bien le mot, c'est ça l'intitulé de cette loi, c'est la loi sur la protection des anciens chefs d'État, qui a consacré, je dirais, l'impunité, puisque un ancien chef d'État congolais, au terme de cette loi, ne peut pas être jugé, ne peut pas être poursuivi. Donc il est protégé, quels que soient les crimes ou les fautes, les erreurs qu'il aurait commises pendant sa gouvernance, il ne peut pas être poursuivi. Et en contrepartie, l'esprit du législateur à travers cette loi, c'était d'obtenir en contrepartie que l'ancien chef d'État obtienne les droits des réserves, qu'il soit le sage de la République. Mais là, on se rend compte que on est en train d'assister à une posture qui n'est pas de nature à favoriser l'esprit républicain. Voilà. Maintenant, nous passons directement à la résolution, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. On pensait que la République est partie avec cette agression. Mais d'abord, on parle d'abord de l'occupation, avant d'arriver à la résolution. Goma est tombé, comme on n'a pas voulu qu'on le dise, qu'on parle au Congo, on dit qu'il est tombé, mais il est tombé. Bukavu, pareil. Et pourtant, on avait consacré beaucoup d'efforts. Le chef d'État avait dit que ça ne tombera pas. Il a mis plus d'1 milliard de dollars. Il y avait beaucoup de mercenaires. Il y avait tout. La République a misé beaucoup. Mais pourquoi c'est tombé comme un château de cartes? Bon, cher Denis, tu te rappelles que j'ai toujours dit dans cette émission que le problème de la guerre en RDC ne sera jamais résolu en faisant la guerre. Et ce qui vient d'arriver à Goma et Bukavu, puisqu'on parle de Goma et Bukavu, puisque ce sont des villes emblématiques, ce sont des capitales des deux provinces du nord et du sud Kivu. Mais sinon, ça fait 3 ans que l'armée rwandaise occupe nos terres, en commençant par Bunagana et bien d'autres territoires, bien d'autres secteurs qui ont été occupés et qui font l'objet de pillages systématiques de nos ressources. Donc, le Rwanda, la taille du Rwanda, même si on peut dire aujourd'hui que la taille ne justifie pas la grandeur ou la petitesse d'un État, mais pour faire la guerre, ça demande énormément de moyens. C'est clair que l'armée rwandaise est soutenue par des puissances occultes qui mettent à sa disposition des moyens. C'est pour cela que j'avais l'habitude de dire que la solution à cette guerre n'est pas la guerre. La solution à cette guerre, c'est ce que j'appelle les armes de construction massive, c'est-à-dire la construction des infrastructures pour relier nos provinces les unes des autres, créer des emplois. Puisque le projet de balkanisation dont Lumumba parle, déjà depuis les années 60, trouve sa justification, c'est-à-dire que les puissances occidentales qui veulent balkaniser la RDC ont un argument que je considère comme étant un prétexte. Ils disent que le Congo est trop grand pour être gouverné à partir de Kinshasa. Mais le fait que vous n'avez pas... Ils vous font la guerre et que vous les suivez dans cette diversion de la guerre, en sachant que vous ne pouvez pas gagner cette guerre en faisant la guerre en faisant des combats sur les terrains. Il fallait organiser le pays sur le plan interne, puisque comme tu l'as dit, on a parlé de la montée en puissance des FARDC avec la loi de programmation qui affecte au moins 1,5 milliard de dollars chaque mois aux forces armées congolaises. Mais la débâcle
qu'on vient de constater au nord et sud Kivu montre qu'il faut réfléchir sur la manière dont on va se comporter désormais, cher Denis. Quel est le rapport entre le développement du pays, la guerre, l'agression? Comment le développement du pays, les infrastructures, comme vous le dites si bien, pourrait empêcher, pourrait aider le pays à se sécuriser, ou aider le pays à gagner une guerre, ou plutôt à chasser, à bouter dehors les envahisseurs? Puisque ce qu'on appelle en géopolitique moderne, ce qu'on appelle la superpuissance des États, aujourd'hui, ce n'est pas forcément, puisque les États se dotent de puissance militaire. Ce qu'on appelle la superpuissance aujourd'hui, c'est la capacité qu'un pays a d'interconnecter sa population à son territoire. Et on ne peut interconnecter sa population à son territoire qu'à travers les infrastructures. L'Inde l'a fait en créant une tablette moins chère qu'elle a distribuée à tout le monde, à toute la population, au point de devenir la première puissance informatique au niveau mondial. La Chine l'a fait en créant des routes, etc., pour permettre des rails, des ponts, etc., pour permettre à sa grande population d'être interconnectée. Donc aujourd'hui, en République démocratique du Congo, au vu de nos ressources stratégiques que nous avons, il faut créer des infrastructures, il faut créer par exemple des industries, puisque pour que nous puissions transformer nos matières sur place, créer des industries, donc des usines pour que nous puissions raffiner sur place, passer de matières premières aux produits finis. Parce que au niveau international, cher Denis, les majeurs qui achètent ne sont pas des extracteurs. Puisque n'oubliez pas que dans cette guerre, on parle du fonds judiciaire. Alors, quand on poursuit par exemple une entreprise comme Apple, Apple cherche des matières premières, des minéraux pour fabriquer ses produits. Les téléphones, les ordinateurs, etc. Mais or, vous savez très bien qu'en RDC, il n'y a pas de minéraux. Si Apple veut acheter en RDC, il n'y a pas de minéraux. D'où il faut exploiter les minéraux, créer des unités de production du genre de fonderie sur place, transformer nos minéraux sur place, de façon que un pays voisin comme le Rwanda ne puisse pas créer une contrebande. Parce que le Rwanda crée une contrebande. Le Rwanda a compris que la RDC n'a pas mis en place cette organisation qui consiste à exploiter et à transformer sur place, à entreposer, pour que les acheteurs internationaux comme Apple et bien d'autres, puisque Apple n'est pas seul, il y a au moins 10 majors qui cherchent des minéraux. Alors quand ils vont venir chercher à les acheter chez vous, il faut que vous puissiez ouvrir l'entrepôt. Ça, c'est à travers la construction des infrastructures. Et lorsque vous avez, par exemple, des logements, vous avez créé des logements sociaux, vous avez créé des routes, si d'aventure un de vos villages est attaqué et que une partie de votre population est déplacée, l'État a la capacité de reloger cette population pour qu'elle ne soit pas en brousse, qu'elle ne soit pas en train d'errer. Cette organisation va dissuader les prédateurs qui pourraient être tentés de passer par un État voyou voisin, de venir créer la contrebande chez vous et d'exploiter. Cher Denis, pour finir, il y a des États sans armée. Il y a des États sans armée qui ont consacré leurs efforts dans les investissements massifs dans la construction des infrastructures, la création des emplois, et qui signent des accords de défense avec d'autres États pour que l'intégrité de leur territoire soit protégée. Et comme on le sait tous qu'en relation internationale, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des intérêts. C'est-à-dire que vous confiez une partie de vos ressources à un État avec lequel vous entretenez des rapports bilatéraux, et cet État assure votre sécurité. Au lieu que vous perdiez votre temps à investir comme on a fait, parce que là on vient de perdre le temps à investir $1 milliard. Les êtres humains. Exactement. Voilà, et puisqu'il faut savoir aussi que le temps, c'est un facteur déterminant dans la rentabilisation de toute activité humaine, que ce soit une entreprise, une famille ou de surcroît un État. Là, on vient de perdre, le président Félix Tshisekedi vient de perdre 6 ans
avec des conseillers, je dirais, incompétents. N'ayons pas peur de mots, parce que dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, on doit dire les choses telles qu'elles sont. Qui ont fait croire au président Félix Tshisekedi qu'on était en train de faire monter en puissance notre armée et qui, pour la plupart, ont détourné, ont mal géré les ressources. Je pense que prochainement, le président devrait gérer les choses autrement. Et il va gérer les choses autrement. On va revenir quand on parlera des solutions, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'instant. Mais là, on passe aux résolutions. Quand même, quelque part, le gouvernement a fait un bond, et avec la diplomatie, je me rappelle de notre ministre de coopération et affaires étrangères, la dame que je félicite parce qu'elle n'est pas vraiment muette, Warner, je l'appelle souvent Warner parce que c'est le nom que je trouve un peu qui sort de l'ordinaire. Alors, il y a la résolution des Nations Unies, la résolution des conseils de sécurité en faveur, bien sûr, pour l'instant, à la République démocratique du Congo. Je me rappelle qu'il y a eu des sanctions à Kabarebe et les lieutenants des M23. Et finalement, on a opté pour cesser les faits, on a condamné le Rwanda, on l'a dit qu'il sorte de la République démocratique du Congo. Mais parlez un peu de cette résolution du Conseil de sécurité. Qu'en est-il? Ça, c'est une très grande victoire diplomatique, je dirais historique. Que le président Félix Tshisekedi vient de remporter, lui qui croit tant à la diplomatie, il vient d'éprouver à la face du monde. D'ailleurs, toutes les guerres finissent toujours par des moyens politiques et diplomatiques. Il faut rappeler que ça, c'est l'UDPS. Hein? L'UDPS, nous sommes toujours pacifiques, nous. J'ai peur de dire que je suis de l'UDPS, donc nous sommes pacifiques. Oui, nous, et là, le président Félix Tshisekedi vient de prouver à la face du monde que un État intelligent peut réussir, peut remporter une victoire contre un État idiot. Parce que le terme idiot a été employé il n'y a pas longtemps par Paul Kagame qui a dit: quand je vois un leader, je sais si c'est un leader intelligent ou idiot. Et là, on vient de montrer que, d'ailleurs, comme la ministre des Affaires étrangères l'a dit, le Rwanda a perdu la guerre de la vérité, le combat de la vérité. Et à travers cette résolution, j'ai dit que c'est une victoire historique puisque au cours des 30 dernières années, il n'y a eu que 3 résolution des Nations Unies concernant la RDC. La première, c'est après les années 90, lorsqu'il y a eu le fameux massacre de l'université de Lubumbashi, Lititi Mboka. Il y a eu les Nations Unies à adopter la résolution qu'on appelait aussi la procédure 1503, qui a isolé qui était la bataille des organisations de défense des droits de l'homme et notamment aussi de l'UDPS, qui a permis d'isoler les régimes de Mobutu et de rompre, donc de provoquer la rupture des coopérations bilatérales et multilatérales entre les Zaïre et ses partenaires internationaux. C'était la procédure 1503 des Nations Unies. Et plus loin, c'est en 1999, lorsqu'il y a eu la résolution 1279, qui a créé la mission des Nations Unies, la mission d'observation pour observer les cessez-le-feu à la suite de l'accord de Lusaka entre les fractions rebelles, les différentes fractions rebelles, c'est-à-dire ceux qui avaient occupé les RCD, les MLC, etc., ont signé l'accord de Lusaka en juillet 1999 et à la suite de quoi le Conseil de sécurité des Nations Unies avait adopté cette résolution 1279 qui a créé ce qu'on a appelé à l'époque la MONUC. Qui est devenue la MONUSCO aujourd'hui, qui était d'abord une mission d'observation et dont le mandat a été transformé pendant une courte période pour maintenir la paix en République démocratique du Congo. Et la troisième résolution, tu vois, cher Denis, c'est toute une période très longue de plus de 30 ans et il n'y a que 3 résolutions. C'est-à-dire que c'est pas facile pour parler comme les Kenois, c'est Ali pendant Ngoubate, avoir une résolution des Nations Unies. Et cette résolution, il faut savoir que la résolution
du Conseil des Nations Unies est une décision qui a la valeur d'un jugement, qui a la valeur juridique d'un jugement et dont les effets courent à la minute de son adoption, mais dont une des caractéristiques principales, c'est aussi qu'il n'a pas de recours. C'est-à-dire le Rwanda ne peut pas dire donnez-moi une semaine, donnez-moi 10 jours, je vais d'abord réfléchir, je vais revenir présenter les moyens de défense. Parce que vous voyez, si on est dans un tribunal normal, par exemple, tout jugement est sujet aux appels. Donc la personne condamnée peut dire, ok, je suis condamné dans un tribunal inférieur, par exemple, j'interjette appel à un tribunal qui est au-dessus de celui-là. Et on sait que quand on interjette appel dans une procédure judiciaire, l'appel est suspensif. C'est-à-dire que les effets ne sont pas applicables. Or, dans le cadre de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est l'organe suprême de maintien, de rétablissement et d'imposition de la paix, le Rwanda aujourd'hui est sévèrement condamné et pour la première fois qualifié comme pays agresseur. N'oubliez pas que Laurent Désiré Kabila s'était battu pour que le Rwanda soit reconnu comme pays agresseur. Ça n'a pas été le cas. C'est la première fois que le Rwanda est reconnu comme pays agresseur. Et du coup, même au niveau du narratif, tout change. Le M23 devient le supplétif, puisque les narratifs, avant on disait la guerre du M23 soutenue par le Rwanda. Aujourd'hui, au niveau du narratif, c'est le Rwanda. Donc c'est l'armée rwandaise. Donc on parle de l'agression. C'est une infraction, puisqu'ici, on est en droit international, c'est le droit qui régit les rapports entre les États. C'est-à-dire, l'agression, c'est le fait qu'un État, un gouvernement, a envoyé son armée qui a traversé les frontières d'un autre pays pour aller causer du désordre là-bas. Ce qui est le cas aujourd'hui à travers les différents rapports des experts du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui ont démontré que le Rwanda avait ses troupes ou a ses troupes sur le territoire congolais et le Conseil de sécurité des Nations Unies, grâce au travail des fourmis, au travail des titans fait par le président Félix Tshisekedi et son gouvernement, notamment la ministre des Affaires étrangères et bien d'autres diplomates, c'est un travail d'équipe, viennent de remporter une grande victoire diplomatique. Ça veut dire quoi en théorie? Ça veut dire que la guerre est terminée. En théorie. Pourquoi? Puisque aucun pays, donc la résolution interdit tous les pays du monde d'apporter leur soutien au Rwanda, ni au M23, ni à un autre groupe armé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même l'Ouganda ne peut plus se permettre d'apporter son soutien à l'armée rwandaise au Rwanda. Donc en théorie, la guerre est terminée. Le Conseil de sécurité vient de donner une arme fatale au gouvernement de la République démocratique du Congo de finir totalement cette guerre. Et vous avez vu que on assiste à une sorte de... C'est comme si sur le terrain, les choses sont maintenant... il y a la calmie. Il y a la calmie. Mais ici, nous allons beaucoup... on doit s'attarder un peu pour que les gens comprennent. Parce qu'il y a eu 3 résolutions. Ouais. Et pendant les 3 résolutions, c'est comme s'il n'y avait pas d'effet. Parce que la guerre toujours continue. Et il y a toujours l'agression. Maintenant, parlez-nous un peu de la valeur et les conséquences de cette résolution. Je pense que vous expliquez ça tellement bien que j'aimerais que nos téléspectateurs puissent comprendre pourquoi nous avons, parce que cette question revient toujours, pourquoi nous avons des résolutions, et beaucoup de gens disent que nous devons nous battre, les résolutions ne changeront rien. D'ailleurs, c'est la majorité dans la population congolaise. Quelle est la valeur, quelles sont les valeurs de cette résolution et quelles en sont les conséquences? La différence, il y a une grande différence entre la résolution 1279 de 1999, donc 1999, et la résolution 2773. Il y a une grande différence, parce que la résolution de 99, donc 1279, avait pour objet la création et le déploiement d'une mission d'observation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a le cessez-le-feu, il y a les forces en présence qui sont toujours là, à qui on n'a pas demandé de se retirer, mais on leur a demandé de cesser le feu. C'est-à-dire on leur a demandé de cesser
les hostilités. Et la mission était là pour observer si les belligérants sont en train de respecter ou pas. C'était ça l'objectif de cette mission. La première résolution. Or, cette résolution ici qualifie un pays d'agresseur, c'est-à-dire un pays est allé agresser un autre pays et demande, donc ce n'est pas une demande, c'est une exigence. La résolution exige au Rwanda et au M23, puisque j'ai suivi selon les informations sur le terrain, le M23 a dit qu'il n'est pas concerné par la résolution, puisque la résolution est adoptée, s'applique au Rwanda. Non, le M23 est concerné par cette résolution, puisque la résolution cite nommément les M23. Ouais. C'est-à-dire, cette résolution, cette résolution a un caractère coercitif, comme on dit en droit, un caractère contraignant. C'est-à-dire, on t'oblige, puisque tu as posé une question pertinente, cher Denis, quelle pourrait être la conséquence? Voilà. Ou quelles pourraient être les conséquences? Si jamais le Rwanda ne s'exécutait pas, et que le Rwanda continue à commettre des exactions. Puisque comme c'est le cas, aujourd'hui, quelques jours après l'adoption, selon les informations qui nous parviennent du terrain, il y a encore des tueries sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des citoyens de Goma et de Bukavu, qui font l'objet d'exactions. C'est-à-dire qu'il y a des viols, il y a des tueries, etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer si le Rwanda n'obtempère pas? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le Conseil de sécurité des Nations Unies a le devoir de déployer une autre mission. Cette fois-ci, on appellera cette mission d'imposition de la paix. C'est-à-dire que la force qui sera déployée au titre du chapitre 7 aura le mandat de combattre toute force trouvée sur le terrain. Mais il faut préciser que le Conseil de sécurité n'a pas d'armée. C'est pour si jamais le Conseil de sécurité venait de prendre une telle décision, les pays membres du Conseil de sécurité vont donner, donc les pays de manière volontaire. Il faudrait que de manière volontaire, les pays mettent des troupes à la disposition du Conseil de sécurité. C'est pour cela, par anticipation, vous avez vu qu'il y a eu le ministre de la Justice au Mali. Oui. Le ministre Constant Moutamba a été envoyé au Mali par le chef de l'État. Et vous avez vu le ministre José Manzenga de l'intégration régionale a été envoyé au Tchad. Donc, le président envoie déjà des émissaires par anticipation pour convaincre les États au cas où il y aurait la perspective de déploiement d'une mission d'imposition de la paix. Ces pays-là vont donner des troupes au Conseil de sécurité des Nations Unies qui va imposer la paix, mais aussi, il y aura aussi des conséquences judiciaires. Des conséquences judiciaires, c'est-à-dire des personnes qui sont identifiées par les différents rapports des experts des Nations Unies. Vous avez vu, c'est dans cette perspective-là qu'il y a déjà des sanctions qui commencent déjà à tomber au niveau notamment des États-Unis. Mais au terme de cette résolution, il y aura des poursuites judiciaires, notamment au niveau de la Cour pénale internationale et au niveau d'autres cours. Par exemple, la Cour de justice. On pourrait aussi créer un tribunal spécial sur la République démocratique du Congo pour juger de ces crimes qui sont considérés comme des crimes graves, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, etc. C'est ça les conséquences et je pense que le Rwanda ne veut pas. Et la dernière question sur comment la République démocratique du Congo peut capitaliser ça? Comment, parce qu'ils sont assis en attendant, ou bien il y a un processus qui se fait à l'international où la République démocratique du Congo devrait capitaliser. Comment ils peuvent capitaliser cela? Oui, cette question revient souvent parce qu'il y a certains des citoyens congolais qui considèrent cette résolution tout simplement comme de la diversion, comme quelque chose destiné à une sorte de dilatoire, destiné à donner le temps
à l'ennemi de pouvoir s'organiser ils disent qu'il y a eu davantage. Avant, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont raison. Ils ont raison et ta question est vraiment pertinente, cher Denis. La République démocratique du Congo ne devrait pas dormir sur ses lauriers en train d'attendre que les choses se fassent de manière automatique. Il y a un boulot à faire et d'ailleurs c'est maintenant que le travail doit être fait, notamment en mobilisant la population. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la récente mobilisation de la population qui a permis, entre autres, qui est un des éléments déclencheurs, puisque ça fait très longtemps, j'ai mentionné ici que c'est déjà à l'époque de Laurent Désiré Kabila qu'il s'est battu pour que le Rwanda soit reconnu comme pays agresseur, mais ça n'a pas été le cas. C'est cette dernière mobilisation qui a même débouché aux attaques des ambassades. Je ne soutiens pas la violence, mais c'est cette mobilisation tous azimuts qui a fait, entre autres, qu'on arrive au résultat auquel on est arrivé aujourd'hui. D'où il faut continuer à maintenir la pression, aussi bien au pays qu'à l'extérieur. Il faut que l'État congolais arrête de penser que tout doit être fait par la communauté internationale, que nous, on n'avait aucune responsabilité. Puisque j'écoute les discours des gens qui disent souvent, non, la RDC n'est pas en autarcie, nous sommes membres de la communauté internationale. Non, les pays n'ont que des intérêts. Les pays n'ont que des intérêts. Ils peuvent se réorganiser au vu des intérêts pour mettre à mal l'exécution même de cette résolution. D'où il faut mobiliser la population. Mais pour moi, je dirais, il faut immédiatement, le président de la République devrait immédiatement former un gouvernement approprié à la situation, puisque le gouvernement actuel était formé pour des objectifs précis. Et l'environnement politique, sécuritaire a changé. Par conséquent, la situation aujourd'hui exige que le président de la République nomme un gouvernement. Et moi, je ne partage pas... je partage pas parce qu'il a dit le gouvernement de l'Union nationale. Je ne partage pas ces points de vue-là. Je pense que le président risquerait de chercher à corriger une erreur en commettant une autre erreur. On ne peut pas corriger une erreur par une autre erreur. Chercher à former un gouvernement d'union nationale, ça veut dire qu'on va encore former un gouvernement éléphantesque avec le même visage que la population ne veut pas voir. Si le président veut que les gens se fédèrent autour de lui, la population se mobilise autour de lui, il doit aussi comprendre qu'il a l'obligation de faire la volonté du peuple. Le peuple ne veut pas voir le même visage des gérontocrates, les mêmes politiciens des années 60, 90, etc., qui sont toujours là, qui sont bardés de diplômes, mais dont on ne voit pas les résultats sur le terrain. Donc, le président de la République devrait nommer un autre gouvernement. Moi, je lui proposerais d'utiliser la formule de Mobutu, qui a consisté, par exemple, à l'époque, de former un gouvernement de commissaires généraux, où le président est allé puiser même à l'université. C'est de là que sont sortis... Oui, c'est de là que sont sortis des personnalités telles que Etienne Tshisekedi, Marcel Yao, etc., les Momboko, etc. Le président pourrait confier certains postes, par exemple les postes régaliens, à des experts chevronnés, qui sont nombreux, qu'on peut trouver au sein de la population congolaise, aussi bien au pays qu'à l'extérieur, qui vont s'occuper des ministères tels que les affaires étrangères, tels que notre brave sœur les fait déjà bien. Le président pourrait trouver d'autres personnalités comme ça, qui ne sont pas connues du grand public, pour occuper le ministère de la Justice. Je pense que Constant Mutamba peut garder son poste, mais il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, ce sont les ministères des Finances. Par exemple, ce sont des grands ministères comme ça qui exigent que le chef de l'État trouve des experts. Mais le reste des ministères peuvent être des nominations à caractère politique que le président peut confier aux jeunes gens. Vous savez que la population congolaise est en majorité composée de jeunes. Il faut que les jeunes se reconnaissent, parce que ce sont des jeunes qui ont l'énergie, qui vont se mobiliser autour du chef de l'État. Et si les jeunes
voyez cet acte-là, ces clins d'œil que le président pourrait leur faire à travers une nouvelle équipe gouvernementale très réduite. On n'a pas besoin des équipes éléphantesques puisque pour réduire le train de vie de l'État, c'est pas dans le discours. Comme il a souhaité, mais ça a toujours, chez Denis, ça a toujours été une demande instante de la part de la population qui a toujours demandé qu'on réduise. Mais pour réduire le train de vie de l'État, c'est pas dans le discours. Le train de vie des institutions de l'État sera réduit à travers la réduction des nombres des institutions et la réduction de la taille des institutions. On ne peut pas réduire à travers les salaires. On ne peut pas faire un gouvernement de 60 ministres et puis dire non, on va réduire les salaires, puisqu'on sait que c'est pas seulement à travers les salaires. Il y a les frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, mais aussi la corruption. La corruption, quand vous avez 60 ministres, que vous voulez réduire leur salaire, vous allez réduire les salaires officiellement, mais officieusement, ils vont détourner de l'argent. D'où il faut réduire le nombre de personnes qui travaillent dans les institutions, mais il faut aussi réduire le nombre des institutions. Puisque aujourd'hui, il est prouvé par A plus B que les deux chambres du Parlement n'ont pas aidé, n'ont pas contribué. Ils servent vraiment à rien. Ouais, il est prouvé aujourd'hui que... On souhaitait que le Sénat puisse être éliminé et réduire le nombre de parlementaires, des députés. Mais moi, je proposerais qu'on envoie les deux chambres en congé, puisque la tâche parlementaire peut être jouée par des personnalités auxquelles on ferait recours en cas de besoin, par exemple pour légiférer sur telle ou telle autre matière, et les personnes appelées à légiférer peuvent le faire gratuitement, puisque ce sont des personnes qui ont déjà leurs ressources. Les assemblées provinciales, cher Denis, les assemblées provinciales, ça va quoi? On peut dissoudre toutes les assemblées provinciales. Imaginez si on mettait en congé toutes les assemblées provinciales dans les 26 provinces. L'Assemblée nationale, le Sénat, les conseils économiques et sociaux. Il y a des institutions telles que le Conseil économique et social. Il y a certains même qu'on ne connaît même pas. Et il y a des institutions telles que les chargés du suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et bien d'autres, comme tu as dit, qu'on ne connaît pas. Avec Olengankoy. En réduisant le nombre, cher Denis, en réduisant le nombre de personnes dans les institutions et en supprimant certaines institutions, en nommant un gouvernement composé de jeunes, c'est un message fort que le chef de l'État va envoyer en direction de la jeunesse. Et la jeunesse va se mettre debout pour exiger l'application immédiate de cette résolution. On a envie de vous suivre, Eric Mwamba, mais le temps qui nous a imparti nous oblige à filer un peu. Parmi les cas, dans la quête des solutions, nous avons entendu aussi SADC, j'ai toujours prononcé ça en français, AEC, le sommet d'AEC, de l'Organisation nationale et de l'organisation africaine. Il y a eu ce sommet. Il y a eu aussi les évêques. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce que là, nous partons un peu plus vite. La SADC, par exemple. Mais la SADC, l'Organisation des États des Grands Lacs. Oui, la SADC, l'AEC, c'était une initiative de Paul Kagame. C'était une stratégie, la stratégie du félin, orchestrée par Paul Kagame. Paul Kagame, il est là depuis 30 ans. Il a vu le chef d'État venir et partir. La plupart, tous les chefs d'État qui sont là aujourd'hui n'étaient pas là quand lui il est arrivé au pouvoir. Au niveau de la SADC, Ramaphosa en Afrique du Sud n'était pas là. L'actuel président zimbabwéen, il n'était pas là. La présidente de la Tanzanie n'était pas là. Le président du Kenya n'était pas là. Donc tu vois la configuration au niveau de l'Afrique de l'Est, où il y a l'AEC, et au niveau de l'Afrique australe, où il y a la SADC, tous les chefs d'État qui sont là sont de nouveau. Paul Kagame, c'est le seul doyen qui tire les ficelles. Et il a compris que les deux institutions, les deux organisations étaient divisées sur la question de la RDC. La SADC était en faveur de la cessation des hostilités et du retrait de l'armée rwandaise pour pacifier totalement cette région. Ça, c'était la SADC. L'AEC
défendait la position de Paul Kagame. Mais Paul Kagame a compris que l'AEC ne représente rien par rapport à la SADC. Il faut les mettre ensemble. Il faut les mettre ensemble. Lui, il a initié auprès de son ami Ruto du Kenya. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas bénéfique pour la République. Mais on savait, lui, c'est lui qui a orchestré ça. On savait déjà au départ, en tout cas, tout bon analyste, tout bon observateur savait déjà que les sommets communs entre les deux organisations va accoucher d'une petite souris. Et ça a été le cas. L'Afrique, l'Union africaine. L'Union africaine, oui. L'Union africaine, c'est réunion. L'Union africaine, la philosophie de l'Union africaine, cher Denis, l'Union africaine a toujours suivi la position de l'Union européenne, puisque c'est l'Union européenne qui finance. Alors, ils ont peur que s'ils prennent une position contredisant celle discordante, on va leur couper les vivres. Alors on ne pouvait rien attendre de l'Union africaine. Et finalement nous retombons sur les nôtres, les évêques. Les évêques, il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. Voilà. Bon, les évêques, d'abord, moi j'ai toujours été contre, puisque nous sommes dans un État laïque. Un État laïque, mais quand même. Non, mais c'est-à-dire que l'État, nous avons une constitution qui consacre la séparation entre l'Église et l'État. C'est-à-dire que les évêques de la SENCO peuvent interférer dans les affaires de l'État congolais en tant que citoyen, mais pas en tant qu'évêque, avec la soutane. C'est comme j'ai l'habitude de dire, cher Denis, qu'on voit l'imam musulman, il va venir aussi, et bien d'autres, mais il y a aussi les animistes, il y a les athées qui peuvent dire, bon, l'association des athées vient, tu vois. Donc tout ça, ça risque de créer du désordre. Donc c'est déjà biaisé au départ, on donne trop de pouvoir à l'Église, aux évêques. Ce n'est même pas l'Église catholique, ce sont les évêques, les individus. Et ils ont fait un communiqué dernièrement où ils ont dit que eux qui recherchent la cohésion, ils ont fait un communiqué où ils disent que les swahiliphones sont maltraités, sont persécutés à Kinshasa. Les swahiliphones, c'est qui? Puisque les ministres les VPM de l'Intérieur, Jacques Chabagne, parlent swahili. Oui, il est swahiliphone. Le président du Sénat, Sama Lukonde, parle swahili. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, parle swahili. Bahati Lukwebo, le vice-président. Mais finalement, la porte-parole du chef de l'État. La porte-parole, le directeur de cabinet du chef de l'État. Finalement, de quel swahiliphone il est question? Est-ce que, puisque ce sont eux qui ont la sécurité du pays entre leurs mains, est-ce qu'on peut, les évêques peuvent nous dire qu'ils recherchent la cohésion en faisant un communiqué, en signant un communiqué qui dit les swahiliphones? Ça, c'est le discours du Rwanda. C'est les discours du Rwanda qui essayent de dire que ils font la guerre puisque les Banyamulenge sont persécutés, et les évêques d'un côté qui font un communiqué pour dire les swahiliphones sont persécutés à Kinshasa, alors que ce sont les swahiliphones, puisque il n'y a pas un groupe ethnique au Congo qui s'appelle les swahiliphones. Toi tu parles swahili, moi je parle swahili. Voilà, sommes-nous des swahiliphones ou non? Je dis non, nous sommes des Congolais. Nous sommes des Congolais, nous parlons les swahili. Voilà. Comme nous parlons les Lingala ou les Kikongo. Nous sommes à la fin de notre émission, mais parce qu'on a les deux journaux, les deux maisons de presse, les deux, surtout Grand Journal, ce sont des médias de solutions. Je sais que vous avez déjà impulsé quelques solutions dans cette interview. Est-ce que vous avez des solutions autres que vous pouvez peut-être apporter? Parce qu'on dit toujours, vous parlez, il n'y a pas de solution. Première solution, pour bis et repetita, comme on dit en latin, formation du gouvernement appropriée à la situation. Deuxième solution, dissolution des institutions budgétivores, puisque ça fait partie de la demande instante de la population qui veut qu'on réduise, puisqu'on a besoin de moyens pour investir dans l'économie, diversifier l'économie, construire les infrastructures, etc. Troisième solution, cher Denis, il faut mobiliser la population. Mobilisation tous azimuts. Il y a la mobilisation qui se fait maintenant de manière disparate. Il faut mettre en place une structure de coordination qui pourrait peut-être travailler avec la ministre des Affaires étrangères pour qu'on puisse, et les ministères sectoriels qui s'occupent des problématiques de la sécurité, de la défense, etc., pour que les synergies
soit canalisée, qu'il y ait la synchronisation et la diachronisation des efforts pour que nous puissions exiger que la résolution soit appliquée immédiatement. Autre solution, c'est, on parle de l'armée. Moi, je pense que les appels à l'enrôlement sont contre-productifs puisqu'on ne peut pas organiser une armée pendant la guerre. Mais ce que moi je proposerais, c'est un service militaire obligatoire. Vous savez, cher Denis, que depuis que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, il y a au moins 3 millions de jeunes qui ont décroché les diplômes d'État. 3 millions. Des jeunes qui ont décroché les diplômes d'État et qui sont au chômage aujourd'hui, ou soit qui sont en train de faire des études académiques longues, au terme desquelles ils vont se retrouver au chômage. Moi, je préconise comme solution, puisque les solutions aux problèmes du Congo ne doivent pas être des solutions sporadiques. Il faut trouver des solutions dans la durabilité. Et par conséquent, si nous voulons avoir une armée à la hauteur de nos ambitions, à la hauteur d'un pays qui a la vocation d'être leader sur le continent africain et dans le monde, il faut qu'on crée une armée de génies, c'est-à-dire tous ces jeunes. Il ne faut pas aller faire les appels pour prendre des bandits à la cité. L'armée aujourd'hui, l'armée, la discipline militaire, c'est une science. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure des technologies. Il faut que notre armée puisse recruter les génies, puisse recruter les savants, les jeunes diplômés. Qu'on puisse voter une loi rendant obligatoire les services militaires. N'oubliez pas, cher Denis, que nous avons les frontières de la RDC, c'est plus de 10 000 km. Et pour surveiller les 10 000 km, il faut créer une armée, rendre les services militaires obligatoires. Tous les jeunes qui décrochent leur diplôme d'État, ils vont dans l'armée, ils font les services militaires, ils surveillent les frontières avec les moyens technologiques, mais en même temps, ce qui est très important, ils font des études telles que la médecine, telles que l'architecture, telles que l'informatique, et telles que les différentes sciences, les mathématiques, etc. Les métiers d'aujourd'hui et de demain. Ouais. Comme ça, on aura une armée qui pourrait faire aussi ce qu'on appelle la diplomatie militaire. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a beaucoup de pays occidentaux qui sont des déserts médicaux aujourd'hui. Les pays comme la France, comme l'Italie, comme le Canada et même les États-Unis ont des infrastructures médicales sophistiquées, équipées, mais non pas du personnel. Les militaires congolais, les jeunes militaires congolais qui seront des médecins demain, seront à la fois des médecins dans ces pays pour aider ces pays. Comme ça, la RDC devient la solution pour le Canada, pour les États-Unis, pour la France, pour l'Union européenne. Merci beaucoup. Comme ça, personne ne pourra se jouer de la RDC. Quand vous êtes ici, c'est très intéressant. Merci, amis internautes. Merci partout. Vous êtes News 24. Comme j'ai dit, en collaboration avec Grand Journal, Eric Mwamba nous a tout dit et c'est à vous de commenter. Nous vous disons à la prochaine. Merci, Eric Mwamba. À bientôt, cher Denis. Merci. Au revoir. Au revoir.